Voilà. Hop, et je lance le diaporama. Donc merci beaucoup, hein, Tammy, pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de présenter. Alors, même si c'est à distance, c'est toujours plus agréable en présentiel, mais au moins, ça permet d'échanger à travers les frontières. Donc, effectivement, moi, je suis enseignant-chercheur en économie à l'ENSFEA en France. Alors, l'ENSFEA, c'est en fait l'organisme où on forme les futurs profs, les futurs enseignants des lycées agricoles en France. Donc, on s'intéresse très fortement aux questions de transition agroécologique, de pratiques agricoles. Et puis, une petite particularité, pas dans tout l'ENSFEA, mais avec un petit groupe de collègues, c'est que on a, les collègues peut-être encore plus que moi, des collaborations nombreuses et variées avec plusieurs collègues en Afrique de l'Ouest. Et puis, qu'on s'intéresse à cette question de voir comment mettre pas en comparaison, mais en regard croisé, on va dire, ce qui se pratique en France et ce qui se pratique en Afrique de l'Ouest. Donc, ce que je vais vous proposer cet après-midi, c'est un travail réalisé avec tout un ensemble de collègues en France et en Afrique de l'Ouest. À la fois, je vais vous présenter un travail un peu plus de recherche où on a essayé de comprendre un peu le rôle de ces savoirs paysans pour la transition agroécologique. Et puis un travail vraiment peut-être qui vous intéressera encore plus et sur lequel on pourra discuter par la suite, où on a essayé, mes collègues, et puis après moi j'ai travaillé plutôt à l'analyse, de mettre en place une formation vraiment très pratique sur cette question des savoirs paysans dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin, le Sénégal et le Togo. Donc, notre point de départ, mais bon, je pense que là, je parle certainement à des convaincus, hein, c'est une réflexion sur les modèles agricoles intensifs qui sont de plus en plus contestés. De nombreuses études, notamment de la FAO, qui expliquent qu'il faut aussi penser en termes de sécurité alimentaire, d'impact sur le climat et qu'il faut donc remettre un peu en question ces pratiques. Et donc, comment remettre en question ces pratiques? C'est revenir à des pratiques plus agroécologiques, que ça soit, vous voyez, l'image du bas dans des territoires peut-être, alors bon, c'est plus développé en France, mais aussi ça se développe un petit peu en Israël, et que ça soit dans des territoires plus de ce qu'on peut appeler les Suds, y compris en Afrique de l'Ouest. Pour cela, bon, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ces pratiques agroécologiques commencent à émerger dans ces territoires par des initiatives qui émergent par-ci, par-là. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples. Alors, j'ai essayé de trouver des exemples à la fois dans le contexte français avec une association avec qui on collabore, qui s'appelle l'association SOL, qui elle aussi propose des regards croisés un petit peu France-Afrique, qu'on appelle les CIVAM, Centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc, c'est des exemples un peu plus en France. Et puis, des exemples de mise en pratique avec des fermes-écoles qui se développent, des réflexions sur la promotion de l'agroécologie au Sénégal. Donc, on a des dizaines et des dizaines d'initiatives plus ou moins récentes qui émergent un peu partout. Si on regarde un peu plus en détail un certain nombre de ces initiatives et de ces formations ou de ces actions qui se passent, on se rend compte que beaucoup de ces pratiques agroécologiques qui sont mises en évidence sont des pratiques qui se fondent sur ce qu'on appelle les savoirs paysans. Alors, de manière un peu savante, on peut parler aussi de savoir endogène, de savoir traditionnel. Il y a un certain nombre de termes qui désignent, alors avec des petites différences, mais qui désignent tous ces savoirs qui finalement existaient, on pourrait presque dire depuis la nuit des temps, et qui sont des pratiques agroécologiques. Alors, quelques exemples qu'on peut identifier, l'agroforesterie, le rôle des forêts qu'on connaît depuis très longtemps et qui effectivement nous permettent finalement de limiter l'impact climatique de certaines actions agricoles. Un exemple de production d'un engrais naturel, là aussi, des engrais qui existaient depuis des années, voire des décennies. Alors, un exemple très concret, le compost qu'on appelle bokashi, qui se pratique, je crois, au Bénin, si je me souviens bien. Et puis, l'emploi aussi qu'on a identifié dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment de l'huile de Nîmes
comme insecticide, là aussi un insecticide naturel et qui existe depuis très longtemps. Donc, si on veut définir plus précisément ces savoirs, on va dire que c'est un système de connaissances accumulatifs, dynamique, ouvert, et ce qui est important, c'est la deuxième partie de la phrase, qui se construisent à partir d'expériences locales transgénérationnelles. Donc, il y a cette transmission de ces savoirs qui se fait au départ, et on le verra dans notre étude toujours actuellement, par la transmission générationnelle des grands-parents, des parents aux enfants. Et ce qu'on a constaté, alors surtout des chercheurs en sociologie qui se sont intéressés à ces savoirs, c'est que pendant un certain nombre d'années, ben, ces savoirs, ils ont été dénigrés. Hein. On est voilà, dans l'agriculture intensive, les pesticides, toutes ces pratiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, au contraire, on remet en cause ces savoirs. Et puis, depuis quelques années, ben, on revient à ces savoirs et on se rend compte que ces savoirs sont effectivement une solution possible à réduire l'impact sur le climat des pratiques agricoles. Alors, le problème, c'est que ces savoirs, alors on a dit, se transmettent de génération en génération, mais si on veut penser l'agroécologie comme quelque chose qui peut se reproduire ou se généraliser à plus grande échelle et pas uniquement des petites initiatives par-ci par-là, ben, il faut peut-être réfléchir au-delà d'une transmission qui se fait intergénérationnelle. Mais il faut réfléchir à cette transmission parce que ces savoirs, effectivement, ben, ce sont plutôt des savoir-faire que des savoirs, des connaissances. Et donc, la transmission de ces savoirs doit être réfléchie parce que ces savoirs ben, ont une dimension tacite très forte, une dimension de savoir-faire très forte. Et donc, on ne peut pas penser, c'est ce que je vous montrerai dans la deuxième partie de la présentation, on ne peut pas penser des formations à ces savoirs paysans qui se basent de manière traditionnelle sur une présentation, alors peut-être PowerPoint qui sera un peu plus actuelle, mais une présentation très descendante où on va transmettre des savoirs et puis on va demander aux apprenants de les appliquer. Il est vraiment nécessaire, et on verra qu'on y a réfléchi, de penser l'apprentissage et la transmission de ces savoirs de manière pratique pour pouvoir ensuite en permettre une diffusion et une dissémination. Donc, c'est vraiment l'objectif de notre projet dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment de réfléchir à cette question de comment penser une formation des savoirs. Alors, l'autre point, puisque comme je vous en ai parlé, nous, on réfléchit vraiment avec l'idée de diffuser au plus grand nombre dans tous les territoires ces savoirs, de ne pas penser une formation des agriculteurs, mais plutôt de penser en termes de formation de formateurs ou de formation d'intermédiaires, comment former des formateurs en agroécologie sur les savoirs endogènes. Ça, c'est la première particularité. Ce n'est pas une formation d'agriculteur, mais bien une formation de formateur à qui on va aussi montrer comment transmettre ensuite ces savoirs. Et puis, l'autre point qui était essentiel pour nous, c'est cette approche, comme je disais, pas comparative, mais cette approche de mise en regard nord-sud. Alors, au départ, c'est venu en fait, on a été quelque part poussé par la région Occitanie, donc sud-ouest de la France, qui a financé ce projet. C'était un projet qui avait comme objectif d'avoir des implications à la fois en Occitanie et en Afrique de l'Ouest. Mais finalement, on s'est vite rendu compte de l'intérêt fort d'avoir ce regard croisé. Donc, un projet qui rassemble un certain nombre de partenaires en France, à Toulouse, donc l'ENSFEA, l'Université Jean Jaurès, qui est l'université où participe un de mes collègues économistes qui participe au projet. Donc, le LEREPS, c'est le nom de mon laboratoire. Nous avons cette association SOL. SOL, c'est pour Solidarité Agroécologie. Alors, je ne sais plus ce que veut dire le L, mais une association qui a aussi vraiment une action en France sur ces questions-là, avec des terrains en France et en Afrique, et puis des partenaires dans les trois pays, dans les terrains que je vais vous énoncer par la suite. Au Togo, au Bénin, donc l'université d'Abomey-Calavi au Bénin,
l'ENSA au Togo, si je me trompe bien, je me trompe pas, et, non, l'ENSA au Sénégal et l'INFA de Tové au Togo. Donc, on a vraiment réfléchi ce projet de manière collective. Donc, je vous remontrerai par la suite, hein. Nous avons créé une plateforme Internet où vous trouverez tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui disponible, que ce soit la formation qu'on a montée, le curricula de formation est disponible, vous pouvez le télécharger. Les travaux de recherche, vous avez tout de disponible sur notre site Internet. Alors, comment on a pensé ce projet? Ce projet, je l'ai dit au départ, il a vraiment une visée de créer une formation. Sauf que pour commencer à réfléchir à une formation de formateurs sur ces savoirs paysans, ben, il faut d'abord identifier ces savoirs paysans dans les terrains qu'on avait identifiés dans les 4 pays, et puis aussi quand même s'assurer à travers des réflexions que ces savoirs paysans sont bien des savoirs qui correspondent aux définitions de l'agroécologie. Ce sont des savoirs qui sont des leviers à l'agroécologie. Donc ça a été la première étape du projet, une étape assez dense puisque nous avions 12 stagiaires. Dans chaque pays, nous avions des binômes en fait de stagiaires, 4 stagiaires dans chaque pays, deux stagiaires dans les pays d'Afrique qui étaient issus du pays, plus 2 stagiaires qui venaient de France. Et donc, on a eu une vraie émulation avec ces 12 stagiaires qui sont allés dans les différents terrains, aller interroger les acteurs pour identifier les savoirs, nommer ces savoirs, mais aussi décrire ces savoirs. Donc, sur chaque savoir, là aussi, sur la plateforme, on a un peu plus de détails. On a une petite mode d'emploi, modalité d'application, mais on le sait, j'y reviendrai, que le mode d'emploi ne suffit pas, mais ça nous a permis d'avoir une première approche du savoir. Quel est l'impact de ce savoir sur l'environnement, selon les agriculteurs qui le pratiquent? Et puis, comment aussi ce qui nous intéressait, c'est comment est-ce qu'ils ont accès à ce savoir? Est-ce que ce sont uniquement des savoirs transmis de manière intergénérationnelle ou est-ce qu'il y a d'autres modes d'accès au savoir? On a aussi interrogé les acteurs sur les conditions requises à leur déploiement et puis les freins éventuels. Tous ces entretiens, certains entretiens ont été faits dans le langage local, d'autres entretiens ont été faits en français. Tous ces entretiens ont été traduits est transcrit et sur chaque entretien, on a une synthèse des entretiens dont je vais vous présenter une analyse par la suite. Et ensuite, la deuxième étape sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation, la formation, avec l'écriture de ce curricula de formation où vraiment on s'intéresse à comment transmettre ce savoir. Et puis concrètement, on a mis en œuvre ce savoir dans les 4 terrains avec des formations de 4 jours. Donc là aussi, je vous montrerai une petite illustration de ce savoir. Et puis, on a, comme je l'ai dit, tout mis à jour sur une plateforme numérique avec cette volonté de diffuser au plus grand nombre ce qu'on a appris lors de ce travail. Alors, un petit point sur les terrains d'études. Alors, au Sénégal, alors c'est des terrains d'études, vous verrez, de tailles diverses et variées. Alors, au Sénégal, donc, on a un terrain assez large qui concerne le bassin arachidier qui se situe au centre du pays, qui est une zone fortement agricole où on a une diversité de produits agricoles. Là aussi, hein, je passe très vite sur les terrains et je vous renvoie sur la plateforme si vous voulez en savoir un peu plus sur les terrains. Mais si certains d'entre vous sont issus de ces différents pays, au moins vous pouvez situer où on a travaillé. Au Bénin, donc le territoire à proximité de l'université, là, qui était notre partenaire, la commune d'Amové-Calavi, qui est donc une superficie qui se trouve sur 2 bassins versants et donc le poids important d'un fleuve et puis d'une activité aussi risicole. Je ne l'ai pas écrit ici, mais on le verra que c'est important pour les savoir identifier. Au Togo, c'est la région qu'on appelle la région des plateaux, donc plutôt au sud du pays, avec des zones forestières denses et de fortes précipitations. Puis enfin, en Occitanie, dans le sud, alors je n'ai pas mis là, si vous avez la carte de la France, donc le sud-ouest de la France, qui est aussi une des régions les plus agricoles du pays. Et puis dans cette région,
ce qu'on appelle le département du Gers, qui est le département le plus agricole, avec le plus d'activités agricoles en France. Et on a réalisé cette formation, alors très récemment, dans un lycée agricole à Mirande, dans l'exploitation agricole du lycée. Alors, on rentre maintenant dans la méthodologie. Donc, vous avez dans ce tableau le détail des entretiens qui ont été réalisés. Alors, vous voyez qu'il y a un peu une disparité en termes de nombre d'entretiens, notamment au Sénégal. Ça s'explique parce que le Sénégal, en fait, on avait un partenariat un peu plus fort et on a pu mener une deuxième phase de formation et une deuxième phase d'entretien. Mais quoi qu'il en soit, dans les 4 terrains, on a pu mener à chaque fois au moins minimum une dizaine d'entretiens. On a essayé, dans la mesure du possible, on voit vu qu'on n'a pas atteint l'équité homme-femme, mais on a essayé aussi d'interroger des femmes et on a essayé de se rattraper sur les formations en ayant un public aussi très féminin dans nos formations en interrogeant à la fois des agriculteurs qui sont isolés sur leur terrain, mais aussi membres de collectifs, et puis des agriculteurs qui étaient monocultures, mais surtout des agriculteurs qui avaient plusieurs cultures, dont on voyait par exemple le maraîchage qui était assez fortement concerné, le cacao, le maïs ou le café. Donc, si on synthétise, là aussi, je ne rentre pas dans les détails, les résultats de ces entretiens. Au total, sur les 4 pays et les 360 entretiens, on a identifié une centaine de savoirs différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié pas mal de savoirs qu'on trouvait au moins dans 2 pays. Alors, un seul savoir était localisé dans les 4 pays, c'est l'association de culture. Effectivement, c'est peut-être parce que c'est un savoir assez généraliste et que ce ne sont pas forcément les mêmes cultures qui vont être associées, mais l'association de culture se retrouve dans les 4 pays. On retrouve ensuite un certain nombre de savoirs qui ne sont pas mobilisés en France, mais qui sont mobilisés dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest. J'en ai parlé, les bio-insecticides et les biopesticides, par exemple à base de feuilles de Nîmes, la fabrication de compost organique et aussi une technique particulière sur laquelle d'ailleurs je vais me focaliser dans la suite de ma présentation, la technique du casiérage, qui est une technique particulière utilisée dans la culture du riz. Mais on voit qu'on a beaucoup de savoirs finalement qui ne sont pas spécifiques à un territoire, à un pays, qu'on retrouve, alors des fois avec des petits noms, des noms un tout petit peu différents, mais qu'on retrouve dans plusieurs pays. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve quand même un grand nombre aussi de savoirs, pas dans tous les pays d'Afrique, mais au moins dans un des 3 terrains africains et aussi en France. L'agroforesterie, la pratique du paillage, la pratique du couvert végétal, ce sont des pratiques qui sont finalement, quand on creuse, y compris sur les méthodes d'application, qui sont vraiment similaires dans les 2 terrains. Donc, ce qui nous amène à penser, on va essayer de le tester plus précisément à partir de nos données, mais que vraiment, finalement, cette question des savoirs paysans comme levier à l'agroécologie, elle est aussi importante dans le nord que dans le sud, en tout cas en France qu'en Afrique de l'Ouest. Mais cependant, malgré tous ces savoirs-là que j'ai listés, une grande majorité quand même des savoirs sont très spécifiques à un terrain, voire à une exploitation. Donc, vous avez la liste complète des savoirs qui est disponible sur notre plateforme Internet. Alors, comme j'ai dit, je vais essayer de me focaliser un peu en fil rouge de ma présentation sur un savoir qui est celui du casiérage. Donc, vous avez une petite photo ici. Donc, le casiérage pour les filières rizicoles, c'est un savoir qui est vraiment essentiel pour les paysans de ces territoires parce qu'il permet de maîtriser l'eau. Je pense que voilà, pour les collègues israéliens ou qui sont allés en Israël, vous savez que la maîtrise de l'eau, c'est central dans la question de l'agroécologie. Et donc, c'est un savoir qui permet de manière traditionnelle de maîtriser l'eau et les micronutriments qui se trouvent dans les casiers. Donc, on confectionne des petits casiers sous forme de diguettes que vous avez sur la photo, ce qui permet de remplir l'eau. Alors, je ne vais pas dans le détail, vous allez pouvoir, je vais vous montrer un tout petit bout de vidéo pour voir comment ça fonctionne. Donc, ces casiers sont confectionnés avant le semis
Et puis, on peut les combiner avec d'autres techniques telles que le paillage ou l'application de fumure. Donc, vraiment, je ne vais pas lire toute la description, mais ce qu'on a observé, c'est le frein à ce savoir, c'est l'absence de la maîtrise vraiment complète de ce savoir pour pouvoir ensuite pouvoir le diffuser. À partir de là, donc, je vous propose de se focaliser sur vraiment le travail de recherche qu'on a identifié à partir de tous ces savoirs. Donc, à partir de l'identification de tous ces savoirs, la question qu'on se posait avec ma doctorante, qui est d'ailleurs dans l'Assemblée, donc elle pourra répondre aussi éventuellement aux questions, c'est de savoir quel est le rôle des relations sociales, et pas uniquement bien sûr des relations familiales, on les a creusées, des relations sociales plus globalement, dans l'accès à ces savoirs paysans, comme levier à la transition agroécologique. Et on a décomposé cette question de recherche en 3 hypothèses ou sous-questions. Le lien entre ces savoirs paysans et l'agroécologie, on va essayer de tester, est-ce que vraiment, comme le montre la littérature, et puis comme on le pressent, ces savoirs paysans sont un levier à la transition agroécologique. Deuxième chose, les relations sociales, est-ce que ces savoirs paysans, comment ils sont transmis, comment les agriculteurs ont accès à ces savoirs paysans? Et la troisième hypothèse qui nous tient à cœur, c'est cette question de généraliser finalement les résultats des hypothèses 1 et 2 dans des contextes nord et sud et de dire que on n'a pas une hypothèse qui n'est valable qu'en Afrique ou qu'en France. Alors pour ça, la première étape, ça a été donc, comme on l'a dit, montrer si ces savoirs sont des leviers à la transition agroécologique. Donc pour ça, on est parti d'une technologie assez classique en France, celle de Altieri et Rosset, qui propose 9 dimensions à l'agroécologie. Donc, vous voyez, fertilité du sol, biodiversité, gestion de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, et puis un peu sur les dimensions sociales ou économiques, l'impact financier faible et l'autre impact vis-à-vis de l'agriculture. Ces 9 dimensions, elles-mêmes divisées en, si je me souviens bien, 26 sous-dimensions. Et donc, on a relu les transcriptions et le détail de tous les savoirs. Et pour chaque savoir, on a créé une matrice. En fait, pour chaque savoir et chaque agriculteur, on a cette matrice de 21 savoirs. Parce que j'ai oublié de dire que ce travail, il ne se focalise que sur le Bénin et la France. Donc, ce sont les 21 savoirs qui sont soit au Bénin, soit en France, soit dans les deux pays. Donc, 21 savoirs présents au Bénin ou en France, 26 dimensions. Chaque agriculteur. Si on observait dans l'entretien que l'agriculteur indiquait que le savoir, par exemple, le fauchage permet une amélioration de la fertilité du sol, on met 1, sinon 0. Si on observait un impact négatif, par exemple que le fauchage, alors là, les 1, 0, je les ai mis au hasard, hein. Ce n'est pas un cas réel. Si le fauchage a un impact plutôt négatif sur la biodiversité animale, on mettait -1. À partir de là, on a calculé des moyennes entre savoirs. Pour chaque savoir, on a une moyenne entre agriculteurs. Pour chaque agriculteur, une moyenne entre savoirs pour essayer de calculer donc une moyenne du degré d'agroécologie perçu par les agriculteurs pour chaque savoir. L'idée, c'était de s'assurer qu'on n'a pas un agriculteur qui a une vision peut-être trop pessimiste, trop optimiste de tel ou tel savoir, et puis de voir s'il y a des savoirs qui sont vraiment perçus par tous les agriculteurs comme très agroécologiques ou pas trop agroécologiques. Donc, voilà le résultat. Donc là, vous avez les 21 savoirs, fauchage, sarclage, labour, paillage, le fameux casierage qu'on retrouve ici. Les petits bâtons gris, c'est le degré d'agroécologie moyen perçu par les agriculteurs. En noir, l'écart type. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence si nette que ça entre les agriculteurs. Donc, on a plutôt une vision qui est partagée. Et puis, le petit diagramme que vous avez en plus, c'est le nombre d'agriculteurs qui ont identifié ce savoir. On ne va pas détailler tout le graphique.
qu'on observe, vous voyez, j'ai tracé la droite là à 0,5 à la moyenne, c'est qu'on a quand même une grande majorité des savoirs, d'abord tous les savoirs qui ont un degré d'agroécologie positif, ce que je vous rappelais qu'on avait proposé des -1, et puis une grande majorité des savoirs qui sont supérieurs à 0,5. Donc ça nous fait dire que oui, notre première hypothèse est validée. On voit bien que nos savoirs paysans qu'on a identifiés permettent de répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Ils sont considérés comme agroécologiques avec des degrés plus ou moins forts, mais par les agriculteurs. Deuxième question, les sources d'accès à ces savoirs. Donc là, on a identifié pour chaque savoir, on leur a demandé comment ils ont accès au savoir et on a identifié notamment les sources d'accès, le nombre de sources d'accès à ces savoirs. Alors, ce qui est intéressant, c'est le petit rond que vous avez en haut, c'est qu'on voit que d'abord, il n'y a pas un agriculteur, ou il y en a peut-être un, je ne crois pas qu'il n'y en a pas un agriculteur qui nous explique n'avoir eu qu'une fois une source d'accès au savoir. Finalement, on combine, on échange avec le voisin et en même temps, c'est notre famille et en même temps, c'est notre communauté religieuse. On a plusieurs sources d'accès à un même savoir, puisqu'on voit qu'on a quand même 13 agriculteurs qui nous disent avoir en moyenne de 5 à 7 relations mobilisées pour accéder à un savoir, et voire même 7 agriculteurs qui nous disent avoir plus de 7 relations différentes pour accéder à un même savoir. Donc déjà, ça nous renforce notre hypothèse. Oui, les relations sociales sont importantes et elles sont variées. Et ensuite, on va différencier l'accès au savoir à la famille, par les échanges avec les producteurs, les communautés religieuses qui sont très importantes, hein, vous le savez certainement mieux que moi dans les territoires africains, l'expérience et la formation. Et ce qu'on voit apparaître, c'est, on s'en doutait un peu, le rôle important du savoir familial, puisque c'est la définition même des savoirs endogènes, mais aussi, on voit apparaître de manière importante la formation et puis, dans une moindre mesure, les savoirs acquis en communauté religieuse. Mais globalement, si on synthétise ces résultats, on peut dire que oui, les relations sociales permettent d'accéder à ces savoirs. La troisième hypothèse, c'est la comparaison des fins d'études. Alors pour ça, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette technique d'analyse, on a réalisé ce qu'on appelle une analyse en composantes multiples. L'idée, c'est qu'on a transmis au logiciel toutes les données dont on disposait et en lui demandant de regrouper des variables et des agriculteurs qui avaient globalement, en moyenne, les mêmes caractéristiques. Et donc, on a identifié 3 classes d'agriculteurs. Une première classe d'agriculteurs, alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la première classe, bon, c'est pas grave. Une première classe d'agriculteurs, une classe d'agriculteurs qui va globalement utiliser plusieurs formes de relations sociales et mobiliser particulièrement la famille. Donc, on a un petit exemple d'un agriculteur qui va expliquer, ce sont nos aïeux qui ont commencé à faire et qui nous ont expliqué comment faire. On retrouve bien la définition du savoir paysan. On a commencé avec nos parents quand ils étaient au champ, donc ça vient d'eux. Alors, je pense que j'ai un... C'est pas très grave, j'ai la première classe qui est passée à la trappe le diaporama. Je vais faire une petite erreur, mais c'est pas très grave. Troisième classe, on a des agriculteurs, alors plutôt français, qui sont spécialisés dans une seule pratique et qui, eux, vont avoir acquis ce savoir à travers l'expérience de relation avec d'autres producteurs. Et là, on a un exemple d'une agricultrice française qui a fait ce qu'on appelle du woofing, donc qui allait tester, faire un petit séjour dans une ferme pour identifier ce savoir, et puis qui explique ensuite qu'elle a rencontré d'autres producteurs qui utilisaient ce même savoir à travers le CIBAM pour améliorer les pratiques de ce savoir. Alors, si on synthétise avant de passer, on voit qu'avec ce traitement quantitatif, on a des regroupements d'agriculteurs, mais que finalement, on ne voit pas apparaître de classe vraiment spécifique des agriculteurs béninois qui auraient une forme de pratique
versus les agriculteurs français qui auraient une autre forme de pratique. Là, les critères de différenciation vont plutôt être sur le fait d'avoir la taille des exploitations et puis vont être sur les sources de savoir. Donc, si on synthétise cette première étape du travail, ben, on voit, alors ça c'est plutôt un résultat méthodologique, qu'en combinant cette analyse quantitative là, avec cet ACM et la qualitative des entretiens, eh ben, on arrive à proposer un indicateur composite, donc là plutôt statistique, du degré d'agroécologie ressenti par les agriculteurs, et donc de confirmer l'importance des savoirs paysans. Mais ce qu'on voit, c'est que le quantitatif, c'est faire des statistiques sur ces savoirs, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut observer ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est cet aspect qualitatif, l'observation des données, des entretiens sur le terrain, qui nous montre que même si la nationalité n'est pas une variable explicative, on a des différences entre les terrains. Et par exemple, le rôle des relations familiales qui est essentiel pour les agriculteurs du Bénin est beaucoup moins en France. Euh, les Français, eux, ils vont plutôt mobiliser l'expérience avec les producteurs. Mais par contre, ils vont tous les deux transmettre les mêmes savoirs. Un point commun aussi entre les deux terrains, c'est la formation. La formation qui n'est pas une relation sociale au sens strict du terme, mais qui paraît comme un mode d'accès de savoir important et complémentaire, en fait. C'est surtout ça qui nous semble important à cette étape de l'analyse, c'est que ces savoirs paysans, ils sont transmis de père en fils ou dans les communautés religieuses ou en France par des échanges avec d'autres producteurs, mais que souvent, ensuite, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose et que la formation est là pour aller plus loin et pour nous permettre de mieux transférer ces savoirs. D'où ben, la nécessité de réfléchir comment penser la formation. Donc, ce qui m'amène à la deuxième étape de ma présentation, plutôt axée sur le dispositif de formation. Donc, vraiment, dans le cadre du projet, alors c'était plutôt les collègues qui pourraient vous répondre là-dessus, puisque moi, je n'ai pas participé avec eux à la construction du curricula de formation, mais l'idée, c'est de vraiment partir, de faire une formation par le faire, partir d'une situation problème, d'un problème concret, comment constituer une diguette pour irriguer l'eau, pour ensuite transmettre le savoir et ne pas faire quelque chose de très descendant. Donc, comprendre et ensuite expliciter. Donc, vous avez là une petite illustration des collègues qui étaient réunis. Donc, c'est les collègues français et africains des diverses universités partenaires qui se sont réunis pendant une semaine à Abomey-Calavi pour vraiment construire ce curricula de formation. Donc, ce curricula de formation, vraiment dans chaque pays, l'idée c'est de répliquer la formation le plus avoir vraiment quelque chose de le plus similaire possible entre les différents terrains, en 3 étapes. La première étape, c'est l'observation. Vous voyez, vous avez ici une petite photo avec les personnes qui assistaient à la formation, les formés, observaient un professionnel en train de mettre en pratique son savoir. On commence par observer comment résoudre un problème concret, comment mettre en pratique un savoir. Ensuite, dans une deuxième étape, on demande à ces personnes qui ont observé le savoir de eux-mêmes mettre en pratique le savoir. Et donc, lors de cette mise en pratique, de peut-être faire face à des problèmes et se dire, bon, ben, j'ai mal observé ou ça ne fonctionne pas ou je n'y arrive pas. Et c'est seulement dans la troisième et dernière étape que se situe ce temps d'explication, de décontextualisation de ce savoir pour permettre ensuite une recontextualisation lorsque les personnes qui ont assisté à cette formation vont eux-mêmes dupliquer, transmettre ce savoir. Et c'est à travers cette formation en 3 étapes, mais dans ce sens-là, on observe, on pratique, on explicite, qu'on a observé une vraie posture d'accompagnement et de transmission du savoir. Je rajoute une quatrième apparaissait sur le petit schéma. On y reviendra par la suite. Une phase de bilan de la formation
à l'issue de la formation, mais aussi, vous le verrez par la suite, on a interrogé les personnes formées 6 mois après la formation pour voir ce qu'ils en avaient retenu, s'ils avaient pu vraiment mettre en pratique le savoir. Donc, comment cette formation concrètement elle a été constituée? Donc, elle est constituée de 3 modules de formation. Un module général, vous voyez, très court, vous avez l'emploi de la formation, c'est une petite matinée de module général avec aussi de module général en fin de formation au moment de l'explicitation, où on introduit un certain nombre de choses, de concepts, d'abord de l'agroécologie, les savoirs paysans, un certain nombre de concepts comme ça. Un module, le cœur du sujet, le module professionnel, c'est-à-dire on pratique, on observe la pratique et on pratique. Et puis un module andragogie, euh, qui est en fait la phase de réflexivité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je décrypte l'action que j'ai menée et j'essaye de réfléchir comment l'expliciter pour pouvoir ensuite la transmettre. Donc, vous avez le détail, vous voyez que cette formation, le dernier jour où il y a vraiment la réflexivité, le bilan, elle se fait sur le terrain. Elle ne se fait pas en salle, elle se fait sur le terrain. Là, vous avez juste un emploi du temps, mais je vous le redis, hein, nous avons constitué un curricula de formation d'une 30aine de pages où il y a vraiment tout le détail. Tout ça est disponible, si vous le souhaitez, sur notre site Internet. Alors, question importante, hein, les questions pratiques. Il a fallu, bien entendu, un temps d'organisation de cette formation, puisque c'est une formation par le faire, il nous faut du matériel. Donc, il y a tout un travail d'identification des professionnels au départ, de lister le matériel nécessaire, d'acquérir ce matériel. Et là, c'est vrai que le projet financé par la région Occitanie nous a aidés, puisqu'il a permis finalement de financer cette formation. Et dans le coût moyen d'une formation de 4 jours pour une vingtaine, 15-20 personnes, le plus gros du coût, c'est le coût du matériel. Il y a des dédommagements auprès des professionnels, mais pour payer des transports et éventuellement de former d'un lieu à un autre. Mais le plus gros du coup, c'est pour payer le matériel. Mais j'y reviendrai un tout petit peu par la suite. Quand on voit le bilan en termes de duplication de la formation, finalement, ce coût paraît assez faible. Donc, l'étape suivante, une fois que ce curricula a été identifié, c'est de savoir, bon, puisqu'on fait une formation par le faire sur les savoirs paysans, d'identifier ces savoirs paysans. Donc, à partir d'une discussion avec les acteurs aussi locaux et d'une relecture attentive du travail fait dans la phase précédente, on a identifié dans chaque pays 2 savoirs, un savoir qu'on a qualifié de simple et un savoir un peu plus complexe à mettre en œuvre. L'idée, c'est que pour que cette technique d'apprentissage par le faire fonctionne, il est bien de la dupliquer, de faire sur un savoir simple et puis de réitérer la technique sur un savoir plus complexe. Donc, au Bénin, le fameux casirage et la fabrication d'un biopesticide. Au Sénégal, le compost et un biopesticide. Un compost amélioré et un biofertilisant au Togo. Et en France, lecture du sol et mise en place d'un couvert végétal. Donc là aussi, hein, le détail des savoirs, vous l'avez. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Je pense que je vais passer là. Je vois l'heure qui passe. Je pense que je vais passer peut-être la petite vidéo et puis si on a le temps à la fin, je vous la montrerai. Sinon, ça fait que voilà, sur le site, je vous montre juste, quand vous montrez la vidéo, je vais hop, vous montrer comment y accéder. Hop, voilà. Donc, vous avez. Là, vous avez le site internet dont je vous ai parlé plusieurs fois. Vous avez tout le travail fait. Et par exemple, sur le bilan, vous avez l'ensemble des modules de formation générale qui sont disponibles. Et vous avez aussi des petites vidéos. Chaque étape, c'est une petite vidéo. Il vous suffit de cliquer.
où vous allez pouvoir observer ce qui s'est fait vraiment dans la formation. On voit la posture observante des participants, la mise en œuvre du savoir. Et ça, pour les... Alors, c'est pas encore... Les vidéos sont pas accessibles pour la France, mais ni pour le Sénégal, mais pour le Bénin et le Togo, elles sont déjà disponibles et ça devrait ne pas tarder pour les autres pays. Alors, je vous les montre parce que je vois le temps qui passe et que je voudrais laisser un peu de temps pour les questions, mais n'hésitez pas, voilà, à aller sur le site internet pour observer concrètement comment ça s'est fait. Alors, une fois que ces formations sont faites, il s'agissait quand même d'évaluer si ce dispositif il est utile et il fonctionne. Donc, comme je l'ai dit, on a mis en place, il y a des bilans qui ont été réalisés à l'issue de la formation, mais grâce à nos partenaires sur le terrain dans les différents pays, on a pu réaliser une réunion 6 mois après la formation. On a demandé, et l'ensemble des formés sont revenus pour identifier ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils ont mis en pratique. Pour nous, l'idée, c'était de voir si, effectivement, cette formation, à le faire, vraiment le cœur de notre réflexion, permet une mise en pratique par les agriculteurs. Alors, la mise en pratique, vous voyez, je l'ai symbolisé par ce petit pouce, permet aussi, puisqu'on est une formation de formateurs, on veut disséminer cette pratique, une dissémination du savoir dans la communauté et dans les territoires. Alors là, vous avez un petit tableau de synthèse. On voit déjà la fin de la formation. Est-ce que les participants euh, envisagent de mettre en pratique les savoirs? Oui. 13 sur 41 participants envisagent de mettre en pratique les savoirs. Et puis, au-delà de mettre en pratique les savoirs, ils tiennent à cœur ce rôle de formateur. Et donc, presque tous les participants euh, ont évoqué à la fin de la formation, je vais en parler à ma communauté, je vais en parler à ma coopérative. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on les interroge à 6 mois plus tard, eh ben, les résultats sont encore plus importants que ce qui était espéré à la suite du bilan, puisque quasiment 27 agriculteurs sur 41 ont exprimé, après certains l'ont peut-être mis en pratique sans l'exprimer lors du bilan, hein, mais ont exprimé une mise en pratique des savoirs, et puis quasiment tous ont évoqué une dissémination des savoirs à des niveaux variés, mais une dissémination des savoirs. Donc, on a vraiment, finalement, on voit qu'on a réussi dans cette dissémination des savoirs. Alors, quelques exemples de démarches qui ont été évoquées lors de ce bilan à 6 mois. Au Togo, des femmes qui ont mis en marche une démarche collaborative appelée Panier Bio pour valoriser leurs produits maraîchers issus de ces pratiques de savoir paysan. Au Sénégal, une coopérative qui s'est mise en place à l'issue de cette formation dans la production et la vente de biocompost et de biopesticides, donc vraiment au cœur de ce qu'on avait proposé. Et puis au Bénin, un projet visant à livrer sur le marché des boutures de manioc bio et des semences bio de maïs et de riz. Donc là, on est sur des projets très concrets, mais qui sont peut-être les plus aboutis, mais quoi qu'il en soit, on a vraiment observé cette dissémination tout au long. Pour illustrer ça, je sur l'exemple du nain et du casirage, que je voulais montrer. Alors, je n'ai pas pu vous montrer la vidéo, mais néanmoins, vous avez compris de quoi il s'agit. Donc là, vous avez l'ensemble des personnes formées et des citations de ces personnes formées. Et puis, vous voyez, j'ai mis à chaque fois le petit schéma pour dire que à l'issue de la formation, les personnes formées souhaitent partager et commencer à informer mes camarades. Alors ça, c'était pendant la formation. Donc, des échanges déjà de SMS, on peut l'imaginer, pour leur dire qu'il y avait de bonnes choses qui étaient arrivées et je vais continuer à partager. Un acteur qui a un rôle de président de coopérative, en tant que président de coopérative, je vais retrouver les miens, je vais dupliquer la formation car ce sont des connaissances très utiles. Je ne peux pas garder ça pour moi, je dois partager afin d'augmenter leur niveau de connaissance dans le domaine du casirage. J'ai certains, vous voyez, on en a même le jour du bilan qui ont déjà commencé à partager. Et puis,
Ce qui est plus intéressant, c'est que quand on les interroge, alors j'ai mis 1 an après, non, c'est plutôt 6 mois après la formation, eh ben, on voit que ces actions de dissémination ont été faites. Alors, vous voyez, il y a un peu moins de citations, mais parce que j'ai focalisé sur le casirage. Si on, on a observé un certain nombre de citations où il y a une dissémination des savoirs, plutôt sur le deuxième savoir, le biopesticide. Sur le casirage, on a quand même des citations intéressantes. Cette première agricultrice qui nous dit: j'ai fait du riz après la construction de casier, ce que je ne faisais pas, car je ne le faisais pas, ça ne me permettait pas de conserver de l'eau. Donc, on a une vraie mise en pratique des savoirs. Et puis, on observe bien ce caractère agroécologique et cet impact positif pour l'agricultrice. Et puis, ensuite, elle explique: après la formation et la pratique personnelle, j'ai partagé l'expérience avec les coopératifs du village. Pareil sur un deuxième agriculteur, le fameux président de coopérative, qui s'est approprié le casirage et qui a formé plus de 15 producteurs. On a un troisième exemple intéressant parce que là, on a, vous voyez, je l'ai souligné en vert pour souligner cette dimension un petit peu agroécologique, impact écologique, garantir notre santé saine ainsi que nos consommateurs aient une meilleure école, la protection de la nature. Donc, il a pratiqué et il se rend compte que cette pratique est agroécologique. Il s'agit d'une meilleure pratique que nous faisons vu que beaucoup de producteurs viennent se renseigner. Donc, il y a un effet aussi de diffusion de réseau auprès de nous à cause de la durabilité écologique. Donc, je ne vais pas lire toutes les citations, mais on voit bien cet effet vraiment de duplication, dissémination. Et l'effet va plus loin parce que lors de ce bilan à 6 mois, on leur demandait aussi de se projeter dans le futur et on se rend compte que il y a vraiment une volonté d'étendre encore ce transfert. Je vais étendre le partage des expériences dans d'autres zones, la première agricultrice. Je dois continuer à former. Si on découvre une innovation, on partage. J'ai beaucoup de projets pour expérimenter ces pratiques agroécologiques. Alors, ce qu'on remarque là, c'est intéressant, parce qu'on l'a observé chez d'autres agriculteurs dans d'autres pays. Là, j'ai fait un focal sur la casirage. Cependant, j'ai besoin de motopompes et d'autres outils agricoles pour mieux évoluer. C'est-à-dire qu'on observe que pour un certain nombre d'agriculteurs, il y a une mise en pratique, il y a une dissémination, mais que pour aller plus loin, pour changer d'échelle, il y a des besoins, soit techniques, ici besoins techniques, de motopompes, soit de nouvelles formations. Bon, ce qu'on observe quand même, c'est qu'effectivement, on a une dissémination de ces formations. Alors je ne l'ai pas mis là sur le diaporama, mais sur les quatre pays, j'ai analysé tout ce qui a été dit pendant le bilan. On a une centaine de citations, comme ça, de ce qu'on a appelé, nous, on a appelé ça des règles d'action. J'ai mis en place quelque chose, une centaine de règles d'action de dissémination. Euh, sur ces 100 règles d'action de dissémination, ben, il y en a une trentaine où c'est de la dissémination au sein de la communauté locale, mais il y a aussi une dissémination plus large. Je suis allée voir les villages voisins, d'autres coopératives, et il y a vraiment un effet de réseau, de multi. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ces savoirs paysans, pour nous, c'est vraiment un levier possible, voire je dirais nécessaire au-delà de possible pour la transition agroécologique, quel que soit le territoire. France, Afrique de l'Ouest, mais j'en suis persuadée aussi en Israël. La formation, particulièrement la formation par le faire, c'est ça qui est important, est cruciale pour la transmission et la dissémination de ces savoirs. On pourrait dire que les agriculteurs formés deviennent des intermédiaires de transition. Ils vont disséminer le savoir et que par la mise en place de ce dispositif de formation dans différents pays où les agriculteurs alors, vont pas se rencontrer, mais ont participé à un séminaire un petit peu comme notre réunion d'aujourd'hui où il y avait des gens de différents pays où vous pouvoir croiser les regards. Il y a vraiment voilà, ce phénomène de multiplication qui fait qu'on peut qualifier vraiment cette formation de dispositif territorial d'intermédiation. Et pour terminer, je vous remets une dernière fois le lien vers le site internet de notre plateforme
où vous pouvez, on n'y gagne rien, il n'y a pas de financement sur les clics, mais c'est vraiment pour nous, et cette plateforme, elle a avant tout un objectif de diffuser, de permettre au plus grand nombre de se saisir de ce type de, à la fois des savoirs et des modalités de formation. Donc, n'hésitez pas, vraiment, voilà, c'est là pour ça. Voilà, je pense que j'ai fini. Bah, c'est parfait, ça nous laisse une petite heure pour le dire. Donc, voilà. Je vous remercie à tous de votre attention. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Mais d'abord, merci beaucoup, Rachel. Et est-ce qu'il y a des questions? Et vous pouvez le poser par le chat ou même ouvrir vos microphones pour poser. Ou les commentaires. Peut-être vous voulez partager un peu de vos expériences. Ah, Zachary, oui, vas-y. Zachary. Ah, tu n'arrives pas Ouais, ça y est. Bonjour Tammy, vous m'entendez maintenant? Oui, OK. parfaitement. Merci Tammy. Et permettez-moi tout d'abord de féliciter Rachel et de le remercier pour ce partage de, des résultats de leur recherche-action qui me dit beaucoup de choses parce qu'elle a parlé de pays dans lesquels j'ai vécu et travaillé. Par exemple, à Bomekalavi, c'est l'université où j'ai été formé. Je suis un agroclimatologue, produit pur d'Abomey-Calavi. Et là où votre recherche s'est déroulée, donc dans le sud, dans l'Atlantique de ce pays, c'est là-bas où j'ai vécu. Mais au Sénégal aussi, le ferlo, Camille est en train d'esquisser la tête parce qu'elle sait quelque chose. Le ferlo et puis le bassin arachidier, j'ai travaillé récemment sur un projet financé par les fonds vert climat pour la résilience climatique des communautés où ce projet a appuyé environ 500 villages. Et nous avons réussi en tout cas à faire ces genres de transfert de technologie endogène d'une zone vers une autre qui est très intéressante et ça me dit beaucoup. Mais maintenant, j'aimerais savoir, j'ai une petite question, c'est de savoir quelle a été la base du choix de ces quatre pays ou de ces trois pays en Afrique, parce que vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, et quand on regarde le Bénin et le Togo, ce sont les mêmes réalités écologiques, même climat, même type de sol. C'est tellement petit d'un point vers l'autre, donc c'est la même chose. Et ici au Sénégal, et quand bien même que c'est un pays côtier, comme le Bénin et le Togo, mais la réalité est un peu différente. Mais ça ne prend pas en compte, en tout cas, toute la gamme possible de techniques qu'il y a, de techniques de savoir endogène qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Par exemple, dans le cadre du projet JCF dont j'avais évoqué tout à l'heure, nous avons amené avec succès des techniques du Burkina et du Niger, qui sont des pays sahéliens, mais qui sont beaucoup plus en avance du point de vue lutte contre l'érosion des sols, par exemple, mais aussi du point de vue agroécologique pur, notamment la régénération assistée, naturelle assistée. Donc ça, c'est des techniques que nous avons pu introduire au Sénégal. Un petit commentaire aussi, vous avez parlé parmi les spéculations qui ont été étudiées, le riz. Ici au Sénégal, notamment dans la région de Fatick, comme c'est la salinité qui pose le problème, traditionnellement, en tout cas, ils ont une plante qu'ils utilisent sur les sites et c'est le Melaleuca ou Niaouli localement qui a cette aptitude d'extraire le sel du sol et qui permet au riz de se produire. Donc, c'est autant de choses qui sont là et je suis disponible en tout cas pour partager avec vous, parce que c'est ça la recherche aussi, pour partager avec vous ces connaissances que nous avons de part et d'autre. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous. Alors, pour répondre de manière très, très simple à votre question, en fait, le choix des pays, c'est fait par une opportunité de connaissance de partenaires dans les universités. C'est-à-dire que
nous avons formé une petite équipe en France et nous avions des relations déjà préexistantes avec le Togo, le Bénin et puis un de nos collègues qui en France est d'origine sénégalaise, donc avec le Sénégal. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces pays, mais je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faudra qu'on en soit conscient sur le fait que le Togo et le Bénin ont des caractéristiques similaires. Et effectivement, hein, on a une volonté de à d'autres pays. Donc, je suis tout à fait preneuse. Si vous avez d'autres exemples de savoir, là, on n'a pas, on ne cherche pas à être exogène dans les savoirs qu'on a identifiés. C'était identifier des savoirs pour pouvoir les mettre en place. Alors, il y a un bruit que vous devez entendre qui est derrière chez moi. Donc, je mets mon casque pendant que quelqu'un pose votre question. Alors, je sais pas si quelqu'un... non, est-ce qu'il est activé? Rachel, on peut passer à une autre question parce que je vois qu'il y a Tant que Tano. le casque se... voilà. Voilà. Ça marche? Ouais. C'est Tano. Oui, merci, merci. Euh, Rachel, pour la présentation. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas été citée, mais en matière d'approche agroécologique, la Côte d'Ivoire est très en retard vis-à-vis des pays sahéliens. Et nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous essayons, tant bien que mal, d'entreprendre des projets dans ce sens-là, à partir d'un incubateur que nous disposons au sud du pays, où depuis 3 mois, nous avons un programme avec la GIZ dans la formation de 50 jeunes dans l'approche agroécologique. Ce qui serait intéressant pour nous, comment nous, en tant qu'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, nous pouvons intégrer cette approche de formation, de développement de l'agroécologie en Afrique subsaharienne. Alors, C'est ma préoccupation. Vous voyez, je vous ai mis mes coordonnées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que sur la Côte d'Ivoire, pour le coup, on a un de nos collègues de l'équipe de Toulouse qui vient d'être nommé sur un poste en Côte d'Ivoire. Donc, on avait de toute façon l'intention de réfléchir à comment mettre en place cette formation en Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et voilà, on vous mettra en contact. Mais on est en train justement de réfléchir sur la Côte d'Ivoire. Un mail. Merci. Et, il y a aussi une question posée par Delaine et Carl. Carl demande comment peut-on garantir le libre accès à ces savoirs paysans au regard des potentiels risques d'appropriation par des industriels qui pourraient labelliser ces savoirs, réduisant de fait le libre accès à ces solutions, qui sont en fait des solutions. Alors, je pense que la question est très pertinente et on se l'est posé aussi. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, déjà, pour nous, il y a quand même cette dimension savoir-faire tacite de ces savoirs qui ne peut pas être approprié par l'industriel. Par contre, il y a des questions, alors on ne les a pas explorées, hein, mais on les a identifiées. Elles restent en suspens. Je donnais l'exemple de biopesticides à base de feuilles de Nîmes qui est donc cette plante qui pousse. Et il y a un danger, alors pas forcément de labelliser ces savoirs, mais il y a un danger de surexploitation de certaines ressources nécessaires à la mise en pratique de ces savoirs. Et sur les feuilles de Nîmes, il y a vraiment ce questionnement, c'est-à-dire que pour que les agriculteurs sur place puissent mettre en pratique ces savoirs, il faut éviter qu'il y ait des industriels qui s'approprient les feuilles de Nîmes en très grande quantité. Voilà, donc il y a cette question-là, mais c'est vrai que on les a en tête, mais on les a pas explorés. Mais la question est tout à fait pertinente et c'est une vraie question qui se pose. Pour nous, une des réponses, c'est le savoir-faire et la tradition. Mais il faut aussi effectivement un rôle certainement des États, des ONG pour protéger ces savoirs. Et il y a une autre question qui a été posée, c'est est-ce que vous continuez la recherche, vous continuez le projet
Et est-ce que vous pensez à le faire dans les autres pays aussi? Ben, effectivement, alors pour l'instant, on est plutôt dans la phase d'exploitation un peu cette partie bilan là que je vous ai montré pour un peu voilà, poser les choses. On n'a pour l'instant pas de financement. Alors moi, personnellement, ce sera plutôt les collègues parce que moi, je rien à voir, mais j'ai fait le choix de rester m'installer en Israël. Donc, je ne retournerai pas en France, mais je sais que mes collègues, il y a ma collègue Micheline Marissin qui pourra peut-être, je vois qu'elle est connectée là, elle pourra en dire deux mots, souhaite essayer de trouver d'autres financements pour dupliquer ça sur d'autres pays, tout à fait. Oui, alors merci Rachel. Effectivement, nous avons l'intention de poursuivre ce projet et donc il y a certains financements que nous avons identifiés, mais pour ça il faut monter il faut monter des projets et les soumettre voilà, pour être sûr de pouvoir récupérer du financement. Donc, s'il y a ici parmi nous les partenaires potentiels, et vous pouvez nous écrire et on va passer les informations aussi à Micheline ou à Rachel. Et voilà. Et comme ça, dès qu'ils ont tout en place pour continuer, au moins ils auront déjà des partenaires aptes. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? OK. Alors sinon, merci Rachel, Merci merci à à vous vous. tous. Et c'était très très intéressant et mais vraiment ça me donne envie de savoir un peu la suite aussi de tout cela. Et si jamais pas si jamais, quand j'irai dans ces pays, peut-être je vais chercher aussi à visiter les différents endroits et voir. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, Merci à voilà, vous. Merci le Rachel. papier, Merci à vous. Merci. Merci. voilà, Allô? la Merci partie de beaucoup. conférence est finie. Et pour les amis qui veulent, je reste un peu ici pour échanger un petit peu parce que je vois qu'il y a parmi nous beaucoup des anciens de Machar qui sont ici et ça me fera énormément plaisir d'avoir un peu de vos nouvelles. Alors, je suis là. Au revoir. S'il te plaît, Merci à vous. Tammy. Au revoir.